Si je vous disais qu'il existe une compagnie là-dehors dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui, j'en suis certain, a déjà une influence considérable dans votre vie, est-ce que vous me croiriez? Et si à cela s'ajoutait que cette compagnie est si riche et si puissante qu'elle contrôle plus de 10 trillions de dollars. Je vous parle d'un trillion avec un T, mesdames et messieurs. Enfin, le boss actuel de cette compagnie est si discret que vous l'avez peut-être jamais vu dans un classement Forbes, pourtant il y est, et il est réputé être l'un des hommes les plus puissants et influents au monde. Non? Vous voyez toujours pas? Bon, alors aujourd'hui les amis, vous êtes en chance car on va parler de BlackRock, la banque de l'ombre la plus puissante au monde et dont on accuse parfois son PDG de secrètement contrôler celui-ci. Allez, c'est parti. Pour commencer, BlackRock, c'est l'histoire de 8 associés, dont Larry Fink et à l'époque Stephen Schwarzman, qui décident en 1988 de mettre en commun leur expertise financière pour créer une société spécialisée dans la gestion des actifs. En gros, c'est un type de société qui fournit des solutions d'investissement, de conseil, de gestion de risque, de financement à leurs clients désireux d'investir leur argent durement gagné dans des opportunités potentiellement lucratives. Toutefois, Larry Fink, il commence pas en tant que PDG de la plus grosse boîte de gestion d'actifs au monde. Non. 10 ans plus tôt, il obtient des diplômes en sciences politiques, puis en administration des affaires à l'Université de Californie à Los Angeles, puis est recruté à la First Boston. Là-bas, il va rapidement faire ses preuves et gravir les échelons jusqu'à en devenir le plus jeune directeur à seulement 29 ans. C'est déjà pas mal, non? Bon, après, il est important de préciser qu'il a quand même participé à la mise en place du marché de la titrisation. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une technique financière qui consiste à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances en les transformant par le passage à travers une société ad hoc en titres financiers émis sur le marché des capitaux. Retenez bien ça car ça va revenir plus tard. Et à la First Boston, tout le monde le voit déjà comme un jeune génie de la finance. Il est connu pour ses prises de risques vraisemblablement calculées et enchaîne de nombreux succès là-bas. Mais alors que tout semble tout aller et tout baigne, en 1986, il va se prendre la plus grosse gifle de sa vie avec une perte financière avoisinant les 100 millions de dollars. Alors là, c'est le début de la descente aux enfers pour Fink à Wall Street, mais aussi un tournant pour sa vie et sa carrière tout entière. Nous sommes alors en 1988, et Larry Fink, avec le soutien notable d'une compagnie du nom de Blackstone, crée la Blackstone Financial Management, qui deviendra plus tard en 92 tout simplement Blackstone quoi. Alors, c'est vrai que côté inspiration, il n'est pas allé chercher bien loin de ce Fink, mais bon ça ira, car après tout ce qui compte, c'est les résultats, non? Et les chiffres, mes amis, les chiffres ils parlent d'eux-mêmes. Il faut dire qu'en 1992, BlackRock contrôle déjà plus de 17 milliards de dollars d'actifs, qui passeront ensuite à 54 milliards de dollars en 1994. Son secret, j'ai nommé Aladdin. Non, pas lui bien sûr, mais plutôt leur plateforme de gestion du même nom, qui n'a absolument rien à voir avec les 40 voleurs. Aladdin, pour Asset Liability Debt Derivative Investment Network, ou réseau d'investissement en actifs, passifs, dettes et dérivés, est l'arme secrète et révolutionnaire de Larry Fink qui va alors lui permettre de se tailler une part monstre à Wall Street et véritablement s'imposer au début des années 90 comme un magnat de la gestion financière. Avec ce vent en poupe nouvellement acquis, il faudra pas longtemps pour que Larry cherche à faire de BlackRock une entité complètement séparée de Blackstone et son véhicule personnel de gloire par la même occasion. Sans trop de surprise, il va pousser son partenaire le plus important, j'ai nommé Stephen Schwarzman, aussi PDG de Blackstone Group, à lui vendre toutes ses parts de l'entreprise BlackRock afin que Fink en devienne le principal actionnaire. On parle ici d'environ 35% de la compagnie BlackRock cédée par Blackstone à son nouveau PDG. Une erreur que M. Schwarzman appellera plus tard sa plus grosse boulette professionnelle, si je peux dire ainsi. Vous allez très vite comprendre pourquoi. En 1999, BlackRock est officiellement introduite en bourse à 14 $ l'action. Et en fin d'année, l'entreprise contrôle déjà pas moins de 165 milliards de dollars. Mais on va pas s'arrêter en si bon chemin, car l'an 2000, BlackRock fondera une autre filiale du nom de BlackRock Solutions, une filiale de conseil centrée autour de son algorithme de calcul financier révolutionnaire Aladdin, qui je vous le rappelle, est alors sans égal, et permettra à Fink d'augmenter vastement son portfolio et éventail de clients. Mais en bon capitaliste qu'il est, il n'a pas fallu longtemps pour que M. Fink se lance dans des rachats et acquisitions de nombreuses compagnies naissantes, rivales ou en difficulté. En 2004, par exemple, BlackRock fait sa première grosse acquisition à travers State Street Research and Management pour 375 millions de dollars. Et puis en 2006, la compagnie de gestion d'actifs de banque Merrill Lynch, dont je n'ai malheureusement pas pu trouver le montant. Toutefois, si vous pensez que BlackRock avait atteint le sommet déjà de son influence, détrompez-vous, car il faut attendre la crise financière de 2008 pour que tout bascule. Lorsqu'une crise financière sans pareil, du moins depuis celle de 1929, se déclenche en 2008, d'abord aux États-Unis et puis ensuite sur plusieurs marchés globaux, la compagnie BlackRock va non seulement résister aux effets de la crise, mais également renforcer son rayonnement et son standing auprès du gouvernement américain. Je vous explique. La crise de 2008, ou des subprimes, comme on l'appelle assez souvent, est axée sur des créances immobilières contractées par des acteurs à la fois professionnels, mais aussi individuels, tels que les ménages qui ont emprunté de l'argent
et qui malheureusement ne peuvent pas le rembourser au moment venu. Ces mêmes emprunts qui étaient encouragés par les banques qui à leur tour abusaient d'un outil financier extrêmement populaire à l'époque pour échanger leurs mauvaises créances immobilières contre des meilleures créances. Et si cela vous paraît flou, dit comme ça, alors croyez-moi, c'est encore pire en 2008. Cet outil financier dont je vous parle, c'est tout simplement la titrisation. Et ça, à Wall Street, son expert, il s'appelle Larry Fink. Car rappelez-vous, le mec, il avait déjà contribué à la création de ce type d'outil. Bien avant, depuis la First Boston. Il faudra pas longtemps, et certainement pas plus que ça, pour que la Réserve fédérale de New York elle-même, dans son immense sagesse, décide de confier la gestion de 30 milliards de dollars d'actifs de la banque Bear Stearns, alors en grave souci financier, à BlackRock, pour ensuite faciliter le sauvetage de JP Morgan Chase, une autre banque US qui n'allait vraiment pas bien. D'autres sociétés telles que AIG ou encore Morgan Stanley et plein d'autres banques à ce moment-là vont solliciter les conseils de BlackRock. Vous voyez comment le cercle commence à s'agrandir. Enfin en 2019, au plus fort de la crise, M. Fink va s'offrir la société Barclays Global Investors, appartenant à la filiale de gestion d'actifs Barclays pour 13,5 milliards de dollars. Une acquisition qui va permettre à BlackRock de non seulement doubler le nombre de ses actifs sous contrôle, mais aussi de devenir le leader mondial et incontesté de la gestion d'investissement. Maintenant à la tête de la plus grande société de gestion de portefeuille en 2012, avec environ 4 000 milliards de dollars d'actifs, BlackRock et son patron Larry Fink exercent dorénavant une influence considérable à Wall Street. Oui, mais aussi à Washington DC. Une tendance qui n'est pas sans inquiéter certains médias et même certains pays étrangers tels qu'en Europe, où certains questionnent déjà une concentration de pouvoir trop importante entre les mains d'une seule personne. Mais à ce stade, c'est déjà bien trop tard. BlackRock est pratiquement dans tous les secteurs d'activité connus. De la finance au Big Pharma, en passant par les médias, la tech, l'énergie ou l'armement, ils sont simplement omniprésents. Et ce type de présence ouvre généralement des portes et des opportunités, comme on en voit rarement. Je vais pas vous faire un dessin, mais imaginez-vous juste l'influence du gars pour être invité au Forum économique mondial, ou même dans les salons privés de l'Élysée en France pour discuter des réformes de la retraite. Aïe, semblerait que le sujet soit vraiment dans les news maintenant. Puis en 2017, alors qu'on pense déjà avoir tout vu avec BlackRock, Larry Fink déploie un nouvel instrument d'influence totalement inattendu, c'est le fameux système de points ESG, pour Environmental, Social and Corporate Governance. Entendez par là les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et si cette définition ne vous dit absolument rien, à mon avis, c'est un peu exprès parce qu'elle est déjà hyper vague et elle est un peu destinée à rendre flou ou flexible la définition de ce que vous entendez par ESG. Encore une fois, je m'explique. En fait, il s'agit de 3 piliers de l'analyse extra-financière. Entendez outils non conventionnels, utilisés pour juger et noter une entreprise qui adhère ou non à des principes dits vertueux dans le cadre de ses activités économiques. On parle donc généralement ici du respect de l'environnement, la promotion des minorités sociales et ethniques, ainsi qu'un désengagement progressif des industries dites d'armement et contribuant au réchauffement climatique. Mais là encore, il faudra y revenir. Et c'est là que l'importance de la notation prend tout son sens. Car les entreprises dans lesquelles BlackRock détient des parts significatives lui donnent aussi un pouvoir de persuasion énorme en matière de posture publique sur des entreprises telles que Disney, Chevron, Facebook, Walmart et j'en passe, qui vont clairement préférer changer leurs pratiques habituelles afin de paraître plus woke, si je puis dire, plutôt que perdre leur notation ESG et donc perdre de la valeur aux yeux de leurs chers investisseurs. Et ça, je sais pas pour vous, mais je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle on commence à voir toutes ces compagnies se tordre en quatre pour paraître plus ouvertes, tolérantes, diverses et autres, je sais pas trop quoi, alors qu'en fait, elles n'en ont absolument rien à faire. Je pense surtout à toi, Disney, avec des remakes complètement nuls là. Enfin, je m'égare. Juste pour vous dire que l'influence et l'impact de BlackRock, lui, il a clairement pas faibli, ni même cessé de grandir. Pour ça, je vais vous donner quelques exemples. Déjà en 2020, sans aucun appel d'offres, quel qu'il soit, la Réserve fédérale américaine a tout simplement choisi BlackRock pour gérer 2 programmes d'achat d'obligations d'entreprise en réponse à la pandémie de coronavirus. On parle d'un fonds d'environ 500 millions de dollars. Puis quelques mois plus tard, en août 2022, BlackRock devenait le premier gestionnaire d'actifs mondial à obtenir le consentement du gouvernement chinois pour démarrer les opérations dans le pays. On parle quand même du Parti communiste chinois là. Vous savez, le même qu'on accuse d'espionnage par-ci et maltraitement des minorités musulmanes par-là. Bref, tout ce qui ne plaît pas à l'oncle Sam quoi. Et pourtant, rien ne semble pouvoir les stopper. Même pas la guerre en Ukraine. En décembre 2022, il a été déjà annoncé que BlackRock et Volodymyr Zelensky étaient en contact depuis plusieurs mois et que BlackRock devait jouer un rôle principal dans la reconstruction de l'Ukraine. Ah là là, quel bon samaritain. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est un peu flou tout ça. Vous l'aurez donc compris, BlackRock, c'est un Goliath de la finance des temps modernes et qui semble avoir des parts et surtout des droits de vote dans presque toutes les grandes entreprises qui desservent le monde. Mais au final, qu'en est-il de sa réputation de diriger le monde dans l'ombre là? Moi, je vous donne mon fin mot. Pour moi, la réponse finale, c'est oui. Et c'est non. En fait, c'est compliqué, quoi. Désolé si je vous ai fait patienter pour rien, mais j'ai une bonne raison pour justifier ma réponse, en tout cas. En tout cas, c'est ce que je crois. Déjà, il faut reconnaître que BlackRock est indubitablement le king
de la gestion d'actifs mondiale. Avec 10 000 milliards de dollars dans leur portefeuille, on peut difficilement dire le contraire. En plus, son boss, Larry Fink, a clairement su user de son poids et ses relations pour se positionner lui-même et sa compagnie dans une position plus qu'adéquate pour influencer le monde sans que peu de gens s'en aperçoivent. Car non seulement BlackRock détient des participations dans des banques et des entreprises, mais ces organisations détiennent elles-mêmes des actions dans BlackRock, soit directement ou indirectement, de façon à ce que BlackRock, en gros, se possède lui-même, à travers une tactique d'investissement connue sous le nom de propriété circulaire. Mais attends, c'est génial! Enfin, si t'es super evil, bien sûr. Une telle concentration de pouvoir entre les mains d'une seule compagnie n'est jamais bon signe, d'après moi. Et les nombreuses controverses autour de BlackRock, refusant par exemple de totalement se détacher des compagnies d'armement et des industries fossiles en grande partie responsables du réchauffement climatique au travers de leurs activités, pour moi ça démontre clairement une hypocrisie qui ne dit même pas son nom, Toutefois, chers amis dans le sens opposé, je vous dirais que BlackRock est tout simplement une société d'investissement comme une autre. Certes, la plus grande de toutes. Certes, super puissante, mais aussi une société dans laquelle des gens comme vous et moi, moyennant paiement bien sûr, pouvant aussi investir et gagner de l'argent. Leur activité ne diffère pas vraiment du groupe Vanguard, deuxième plus grosse boîte d'investissement BlackRock, avec près de 7 000 milliards de dollars d'actifs, et donc presque aussi puissant et influente que l'autre. Au final, c'est juste du capitalisme pur et dur. Peut-être un peu dégoûtant et révoltant sur les bords, mais certainement pas aussi démoniaque que certains médias voudraient nous le faire croire. Enfin, je dis ça, mais le jour où les gars se mettent à construire une étoile de la mort, je vous promets, je suis le premier à manifester. Mais en attendant, écoutez ça, c'est juste mon point de vue. Mais j'aimerais aussi entendre le vôtre. N'hésitez pas à laisser votre position en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, je vous en prie, allez, laissez un like, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne parce que du contenu comme ça, je vous en réserve encore plus. Allez, merci à tous et ciao.